expressions critiques les plus aiguës de cette méfiance, voire de ce déni de la légitimité de la peinture à la période moderne, vont être évoquées maintenant. Le premier, évidemment, étant la visite par David Hockney en 1972 d'une exposition dont vous voyez ici la couverture, la reproduction de la couverture, qui est une exposition dont le titre principal n'était pas ce qui apparaît en noir en dessous, mais en blanc plutôt, From Today, Painting is Dead. Et c'est évidemment une phrase qui est empruntée à cet avènement du daguerréotype à la fin du XIXe siècle, phrase de Roche-Grosse, un peintre académique donc de la fin du XIXe siècle, qui, lorsqu'il découvre les premiers daguerréotypes, les premières photographies, si l'on veut, fait le constat de la fin de la mort de la peinture. Et évidemment, l'exposition démontrait que peut-être l'intuition de Roche-Grosse était fondée historiquement, mais elle prenait évidemment place dans un contexte, celui des années 70, qui globalement, du point de vue de la réflexion sur l'art contemporain, mettait en cause l'existence de la peinture, puisqu'on était dans le grand moment de la redécouverte encore de l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est-à-dire du néo-avant-gardisme, ou ce que d'autres ont appelé l'avant-gardisme, c'est un terme qui est employé par Clement Greenberg, pour qualifier l'héritage de Marcel Duchamp, c'est-à-dire un héritage qui était supposé mettre un terme, déjà dès les années 10 du XXe siècle, à l'existence de la peinture. Donc évidemment, David Hockney sort de cette exposition-là avec relativement de colère et avec le désir d'en découvrir, en tout cas. Et ça va donner toute une réflexion de David Hockney sur la photographie dans un premier temps. On voit ici une œuvre de 1985 où il répond par une photographie et une peinture qui lui est associée à cette déclaration de mort de la peinture en disant non, lui va s'appliquer à démontrer que c'est la photographie qui est morte. Et il va lui mettre beaucoup de convictions, il va déployer de nombreuses stratégies, à la fois formelles et théoriques. Alors, la photographie, cependant, David Hockney va la pratiquer. Il la pratiquera comme tous les artistes de sa génération, c'est-à-dire ceux qui commencent à travailler au début des années 60. Et là, la photographie est effectivement le médium dominant, pratiquement incontournable, et surtout pour ceux qui pratiquent l'art figuratif. Et là, on va voir David Hockney, dès le début des années 60, se saisir d'un appareil photo et commencer à remplir de véritables albums qui documentent tous les voyages qu'il peut réaliser, qui lui servent souvent de notes pour des tableaux qu'il va réaliser. Et ça donnera en 1978 la publication d'un folio de photographie édité, qui est celui que vous voyez ici, dont sont extraits un certain nombre de photos. Vous voyez, si vous connaissez les peintures de David Hockney, un certain nombre de ces photographies ont servi de source directe pour des compositions. Et la photographie va devenir, pendant ces années 60-70, un véritable objet de fascination optique pour David Hockney. Une fascination qui va culminer à la fin des années 70 avec des œuvres, peut-être celles-ci, mais d'autres plus assurément encore, qui vont s'apparenter à un courant qui éclot au début des années 70, qui est l'hyperréalisme. C'est-à-dire une peinture qui s'emploie à reproduire le plus précisément possible les effets visuels même de la photographie. Et là, vous le verrez dans l'exposition, puisque ce tableau sera là au Centre Pompidou, les détails, par exemple, du vase ou autre, se confient vraiment à l'hyperréalisme. On est vraiment là dans une image qui est tout à fait mimétique de celle de la photographie. Avec un sujet d'ailleurs qui est lié à l'Annonciation, mais ça, on verra ça pendant l'exposition. Un autre tableau de cette fin des années 70, sans doute un des derniers, cette photo on ressent à la fin des années 70 comme étant une impasse. Et il emploie de façon récurrente le terme d'impasse du naturalisme. Il est conscient d'être pris dans une sorte de trappe. Il est conscient que cette voie qui est celle de l'hyperréalisme, si on veut, ne peut pas produire pour lui suffisamment d'échapper pour son imagination, pour son art, et on le voit petit à petit sortir de cette impasse, et en particulier en redécouvrant et en s'adonnant à une lecture renouvelée du cubisme. 1980, c'est une date importante. À nouveau, David Hockney est confronté à une rétrospective de l'œuvre de Picasso. Déjà en 1960, à la Tate moderne à Londres, son début de carrière avait été déterminé par sa découverte de l'œuvre de Picasso, présentée dans une rétrospective en 1960. En 1980, il y en a une autre organisée cette fois
par le Museum of Modern Art de New York, et c'est à nouveau un facteur déclenchant, et c'est dans la peinture cubiste en particulier que David Hockney va trouver les arguments d'une sortie de la photographie. Alors, quelle forme va-t-elle prendre? Eh bien, elle va prendre paradoxalement la forme d'une sortie de la photographie par la photographie elle-même. C'est le moment où David Hockney est sollicité par un conservateur d'ailleurs du Centre Pompidou, Alain Sayag, qui lui rend visite. Il est à l'époque conservateur du département de la photographie au Centre Pompidou. Il rend visite à David Hockney et lui propose de faire une exposition de ses photos. Hockney ne pensait pas que ces photos méritaient de faire l'objet d'une exposition dans un musée. Néanmoins, il se replonge dans le corpus de photographie qu'il a réalisé jusque-là et immédiatement, il crée une sorte de court-circuit entre la photographie et son intérêt pour le cubisme renouvelé et il commence à produire avec un Polaroid ce que vous voyez ici, c'est-à-dire ce qu'il va appeler les joiners, des images qui sont des images associées qui vont donner ce type de représentation dont vous saisissez immédiatement les parentés avec le grand portrait cubiste, disons le portrait cubiste des années 11. On a vu tout à l'heure le portrait de Kahlweiler, 1911. On a ici, de la part d'Hockney, la même volonté de rendre compte de l'espace polyfocal du cubisme. Ce que Hockney lit et comprend du cubisme n'est pas la compréhension académique de l'époque, puisqu'à l'époque, le cubisme apparaît, et apparaît encore pour beaucoup, comme un formalisme, comme le marchepied qui va conduire certains artistes, Mondrian en particulier, à produire une œuvre abstraite. Hockney n'est pas du tout sur cet axe de lecture. Pour lui, le cubisme est une phénoménologie, c'est une optique, et c'est en particulier, là aussi on le sait, une façon de synthétiser sur la toile des moments différents de la perception d'un même objet, et également de rendre compte du déplacement, évidemment, du spectateur, mais du peintre en l'occurrence, devant ou autour de l'objet qu'il représente. Et c'est cette multiplicité des points de vue, au fond, qu'exprime David Hockney en juxtaposant des photos qui sont chacune, évidemment, un point de vue particulier, singulier. Un peu plus tard, il sort du quadrillage des Polaroids pour produire un autre type de joiners, de plus en plus compliqué. Et ça me conduit, ceci assez rapidement, à s'interroger sur les impasses de la photographie. Et pour démontrer l'obsolescence de la photographie, il va faire un véritable travail d'enquête d'historien d'art, assez facile à faire quand on connaît l'optique photographique, et il va rappeler, non pas inventer, mais rappeler que la photographie, au fond, est née de la peinture, et que la photographie n'est que la réification optique de recherches qui ont été menées dans le champ pictural par les perspectivistes en particulier au moment du Quattrocento. Et que ce système-là qui apparaît à certains modernes est en fait une vieillerie qui date du XVe siècle. Ça amuse beaucoup Hockney, évidemment, de retourner le point de vue historique déjà. Mais ce n'est pas seulement le point de vue historique qui retourne, c'est le point de vue lui-même en proposant, vous le voyez ici, une image qui est celle d'une perspective inversée. Et on voit dans le détail, vous voyez à droite en bas, une petite mention qui renvoie à la photographie, spécialement pour la photographie. Il est important pour lui d'inverser le point de vue. Alors cette inversion du point de vue, il va la théoriser par un certain nombre de dessins, par un certain nombre d'œuvres. Vous voyez ici, c'est tout à fait explicite. Il va également, en 86, lorsqu'il sera invité à concevoir le magazine Vogue, donner une sorte d'argumentaire pour justifier son usage de la perspective inversée. On va voir un peu plus tard à quoi elle renvoie. Ça donne des images comme celle-là. Et c'est une perspective qui a une histoire. Et qui a une histoire, évidemment, au sein de l'histoire de l'art. C'est un système de perspective qui a été pratiqué assez généralement au moment de l'art byzantin. Et à des fins qui sont tout à fait compréhensibles lorsqu'on renvoie ces images byzantines aux textes qui les supportent, en particulier les théories de Plotin, un néoplatonicien de la période byzantine, qui rend compte, lui, de cet usage de la perspective inversée en expliquant que c'est un moyen d'enfermer les spectateurs de l'œuvre à l'intérieur de la composition, de les faire participer à l'espace même qui est l'espace dépeint par le peintre d'icône ici. Cette idée d'une peinture à perspective inversée qui enveloppe le spectateur, on en retrouvera un écho dans les analyses que livreront un certain nombre d'historiens d'art.
Panofsky en particulier, peut-être un des plus grands, qui parle du continuum spatial entre l'espace et l'espace réel que produit la perspective inversée. Clairement, c'est un moyen, encore une fois, d'assimiler le spectateur à la scène. Un grand spécialiste également de l'art byzantin, André Gravard, théorisera également cette perspective inversée, en tirera les mêmes conclusions. Et puis, après cette obsolescence de la peinture qui serait consécutive à l'invention de la photographie, le deuxième grand texte, alors là très important pour sa postérité dans la réflexion et la critique de l'art du XXe siècle, c'est le texte de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, ouvrage qui est écrit par Walter Benjamin dans sa première version en 1935, un ouvrage qu'il destine à une revue littéraire soviétique, la revue LI, Littérature internationale, et c'est bien un texte marxiste orthodoxe qu'entend produire Walter Benjamin en reprenant ce qui fait partie déjà d'une histoire au sein de la réflexion sur l'histoire de l'art en Russie soviétique, à savoir les textes de Taraboukine en particulier. Et la thèse principale de l'œuvre de Benjamin, c'est pas tant, comme on le dit généralement, ou si ça peut l'être, mais ça n'est pas que ça n'est pas qu'une question de déperdition de l'aura, c'est-à-dire de toute la magie inhérente à l'œuvre unique et à la peinture en particulier, c'est fondamentalement un constat de l'obsolescence de la peinture. Alors cette histoire des liens entre Hockney et Benjamin peut paraître un peu prétentieuse. Hockney, qui a beaucoup écrit, donné des interviews très développées, cite à plusieurs reprises le texte de Walter Benjamin, explicitement, en particulier dans ma façon de voir le texte de 1993. Alors le texte de Benjamin, il reprend au fond cette idée de la condamnation de la peinture qui s'était développée dans le contexte du premier bolchevisme. Ceci renvoie à une petite histoire qui est celle effectivement de l'évolution de la réflexion critique et théorique des années 1918-1923 en Russie soviétique. Tout commence avec la constitution d'un groupe dit constructiviste, dont Rodchenko est le leader, qui va se cristalliser entre 1918, première intuition de ce constructivisme, jusqu'au, disons, 1923, par un certain nombre de textes et de manifestations. Ici, un objet emblématique, évidemment, en 1919, Tatlin, qui va lui à son tour devenir le fer de lance de ce constructivisme. Constructivisme qui prend naissance évidemment dès 1928, c'est-à-dire un an après la Révolution d'octobre, sur une position théorique qui est celle évidemment d'un matérialisme radical. Et l'objectif et la critique des premiers constructivistes va directement contre deux artistes, deux façons de faire de l'art. Le premier, c'est Kandinsky, à qui on reproche évidemment son spiritualisme. Le second, c'est Malevich, autre grand leader de la peinture russe de ces années-là, à qui on reproche ses visées métaphysiques. Donc c'est bien au nom du réalisme, au nom du matérialisme que ce constructivisme se constitue. Il se radicalise dans un second temps à partir de 1921 et à partir d'une exposition qui est celle-ci, qui est organisée par les constructivistes, où on voit des œuvres de Rodchenko et un ensemble d'œuvres très particuliers d'ailleurs. À ce moment-là, les constructivistes font un pas supplémentaire en se disant que certains constructivistes s'adonnent à une recherche qui est une recherche de la forme pure, qui est détachée là aussi du réalisme, et les constructivismes les plus radicaux, Rodchenko, Popova, Exter, vont procéder à une étape supplémentaire qui sera celle du productivisme, qui visera à l'application, cette fois concrète, du savoir et de la compétence de l'artiste, qui se soumettra à la logique de production pour produire un certain nombre d'objets. Et c'est dans cette exposition 1921 qu'apparaissent trois tableaux de Rodchenko. Ce sont ces tableaux, en 1921, trois monochromes, qui donnent lieu à une conférence qui est donnée quelque temps plus tard par un critique qui est Nikolai Taraboukine, et qui va théoriser, lui, à partir de cette série d'œuvres-là, l'extinction du tableau, en présentant ces tableaux comme les derniers tableaux. En 1923, Taraboukine va rédiger un ouvrage qui va s'intituler, je ne crois pas que c'est le dernier tableau, ça doit être du chevalet à l'usine, quelque chose comme ça, pour bien rendre compte de ce qu'est l'aspiration des productivistes à dépasser l'atelier pour faire de l'artiste finalement une sorte d'ingénieur.
Et Taraboukine, dans son texte, énonce un certain nombre de condamnations de la peinture tout à fait explicites. La première ligne est assez intéressante parce que c'est une ligne qu'on retrouvera presque mot pour mot, juste traduite, dans l'ouvrage de Benjamin de 1935, où vous le voyez, sont opposés l'artiste productiviste et le peintre qui, lui, serait à la chimie, il serait à la chimie, oui, il serait l'alchimie, là où le productiviste serait la chimie, c'est-à-dire du côté de la science, du côté de la positivité, et pareil pour l'astronomie et l'astrologie. Et on verra comment Walter Benjamin traduit ça. Alors ça donne nos productivistes qui décident de mettre un terme à cette production à la fois fétichisée, à la fois mercantile, à la fois bourgeoise, qui est celle du tableau de chevalet, pour aller effectivement vers des formes de réalisation concrète du côté de la typographie, du côté des arts appliqués, du côté du décor, etc. Donc des affiches chez Rodchenko. Malevich, le pauvre, sous la pression de ce constructivisme, cède lui aussi à la nécessité de produire des objets pratiques. Bon, pratique, c'est relatif, Stepanova fait beaucoup de réalisations de motifs de tissus, etc., etc. Et on arrive à Walter Benjamin, où vous voyez la dernière phrase qui est intéressante parce qu'elle traduit la phrase de Taraboukine, où cette fois il n'est plus question d'alchimie et de chimie, mais vous voyez de guérisseur et de chirurgien. Et le peintre est une nouvelle fois désigné comme étant celui qui relève de l'ordre ancien, c'est-à-dire du cultuel, c'est-à-dire du superstitieux, du métaphysique, etc. David Hockney répond à Walter Benjamin, donc d'abord directement, mais surtout très précisément dans un catalogue qui est celui-ci, qu'il produit à l'occasion d'une exposition qui lui est proposée par la National Gallery de Londres. La National Gallery de Londres, depuis quelques années, avant cette exposition, a l'habitude de demander à de grands artistes de faire un choix des œuvres qui sont leurs œuvres favorites au sein de la collection de la National Gallery. Et David Hockney choisit 4 tableaux que vous voyez ici représentés sur le paravent. Les tableaux que contemple, ça aussi c'est un clin d'œil de David Hockney, un de ses grands amis du moment, qui est Henry Getzhaler, qui est le conservateur du département moderne du Metropolitan de New York. Les 4 tableaux, vous pourrez les analyser, mais ce n'est pas lui ici, pour comprendre pourquoi David Hockney choisit ces tableaux-là. Très rapidement, je vous donne quelques pistes. À gauche, vous avez un tableau de Werner, et évidemment, ça pourrait être lié à ce que David Hockney va reconnaître comme étant la fascination de Werner pour l'optique. On le sait bien et on le voit aujourd'hui. Proche des expérimentateurs du côté des optiques contemporaines, que ce soit les caméras obscura ou les lentilles, qui sont fabriquées à 2 pas de son atelier. Au centre, l'artiste qui est sans doute l'artiste de référence absolue pour David Hockney, encore aujourd'hui, c'est Piero della Francesca, donc un artiste de la clarté, un artiste de la composition et un artiste des formes qui se dégagent dans un ciel parfaitement immaculé. Et quand on pense au double portrait de la verre californienne, on a là une source tout à fait avérée. Ensuite, c'est Van Gogh, peut-être pour des raisons sentimentales ou biographiques. Bien sûr, il y a le chromatisme de Van Gogh, mais Van Gogh, comme David Hockney, c'est quelqu'un qui a grandi dans les brumes du Nord, dans la Belgique, la Hollande, etc., et qui va connaître l'éblouissement de la vie révélée sous le soleil de la Provence, au moment où il fera ce voyage à Arles. Comme Hockney est parti des brumes de Bradford, sa ville d'origine, dans le nord de l'Angleterre, pour aller lui aussi être émerveillé par le ciel de Californie. Et à droite, vous voyez la reproduction d'un pastel de Degas, sans doute lié à l'extraordinaire admiration de David Hockney pour le dessinateur Degas, peut-être aussi clin d'œil, c'est un tableau qui avait été choisi par Francis Bacon comme étant son tableau favori de la National Gallery. Ce qui est peut-être encore plus important que ces références iconographiques, c'est le sujet même du tableau. Et ce que va en dire David Hockney dans le texte assez long qu'il rédige pour ce catalogue. Et là, d'emblée, tout son texte porte sur la reproduction. Évidemment, ce sont des posters qu'il a agrafés sur ce paravent, et c'est à propos de ces images-là dont parle David Hockney dans son texte, en expliquant que la reproduction, ça ne veut rien dire, qu'il y a des bonnes et des mauvaises reproductions, que la reproduction en soi peut relever pratiquement de la création artistique, et il explique que, à la différence de ce que pense Walter Benjamin, la reproduction permet un véritable émerveillement esthétique.
que la reproduction, une bonne reproduction d'une œuvre d'art, peut procurer à peu près le même plaisir et la même richesse d'expérience que l'œuvre originale. Et il développe dans ce texte une série d'arguments à propos de la reproduction dont il fera lui-même un usage, vous verrez, très intensif. Donc voilà le tableau qui sera évidemment là aussi au Centre Pompidou. Et puis, la réponse, je crois, c'est de ça dont je veux vous parler principalement aujourd'hui, la réponse principale de David Hockney au texte de Benjamin, eh bien, c'est que Walter Benjamin, marxiste dans sa conception du progrès étayé sur le progrès de la technique et de la science, jugeait obsolète la peinture parce que la peinture était, selon lui, un médium inapte à l'assimilation des techniques modernes de production, de reproduction des images. C'est la raison pour laquelle, d'abord, Walter Benjamin, mais nombre des lecteurs de Walter Benjamin des années 70 et 80 penseront que la peinture est un genre désuet et que les seules formes d'expression artistique valides, historiquement, sont la photographie, le cinéma et ses dérivés. Et bien, David Hockney, on a l'impression, quand on regarde son parcours, qu'il ne cesse de répondre à Walter Benjamin par d'abord sa curiosité, puis son acquisition et son assimilation de tous les outils qui sont les outils les plus modernes de production des images. Vous l'avez vu, dès les années 60, il achète des appareils photo. Dès que paraît en 70 ce célèbre appareil, le Polaroid S6-70, il l'acquiert et il fait avec cet appareil quelques temps plus tard les fameux Joiners. Voilà les Polaroid qu'il réalise dès les années 80. Et puis, il achètera très vite un petit appareil qui vient de sortir sur le marché, ce petit Pentax qui va devenir son outil de prédilection. Petit appareil qui nous dit David Hockney est de la taille d'une boîte de cigarettes, ce qui est là, pour lui l'étalon absolu en termes d'échelle, parce que c'est un fumeur indéterré. Et avec cet appareil, il va évidemment multiplier les clichés et produire à nouveau ces joiners, ces images multiples, qui sont des images, alors je ne vous les commande pas toutes, mais celle-ci par exemple décrit dans le temps le déroulé d'une partie de Scrabble. Voilà. Ici, c'est une image qui reproduit le mouvement d'un visiteur devant ou autour du fameux jardin de pierres sèches de Kyoto. Et puis cela culmine avec ce chef-d'œuvre sans doute de la production des Joiners, Pear Blossom, plusieurs centaines d'images qui sont juxtaposées, qui résultent vraiment. On a des reportages sur la façon dont David Hockney a composé cette image. Il est avec un escabeau devant le panneau stop, puis il recule de 10 mètres pour prendre d'autres détails, etc. Et il assemble finalement pour créer une œuvre qui est sans commune mesure, sans comparaison visuelle avec sa source, si on prenait une photographie de ceci. On l'a d'ailleurs. Cette idée, cet intérêt de David Hockney pour les techniques modernes et pour la reproduction, elle va s'exprimer par son travail du côté des médias de masse. En 1986, il va être invité par la revue Vogue à concevoir l'ensemble du volume de la livraison de décembre 85. Et là, il va donner toute une série de pages, grandeur nature, etc. Mais c'est un autre. Il va être invité la même année à participer au magazine fondé par Andy Warhol, Interview. Et pour Interview, il va réaliser une double page qui, nous dit David Hockney, n'est pas une reproduction d'un dessin, mais une œuvre originale dans le sens où il adopte les techniques d'impression qui sont celles de l'offset moderne pour donner à l'imprimeur non pas un dessin à reproduire, mais des plages monochromes isolées sur des rhodoïdes différentes. Un peu plus tard, toujours 86, il est sollicité par sa ville natale, Bradford, qui lui demande de concevoir une illustration, même idée. Il ne fait pas une illustration, mais il fait une production originale, celle-ci, 87. L'iconographie lui avait été imposée par le cahier des charges du magazine, du journal, qui voulait une image qui témoigne de la capacité de la ville de Bradford à rebondir. C'est une ville qui avait connu un grand essor au moment de la première révolution industrielle, qui évidemment avait sombré au début du XXe siècle, et elle aspirait à retrouver une autre prospérité. Ça, c'est pour bien des œuvres. Alors, ce qui est amusant, par exemple, à propos de cette image, c'est qu'elle va être en double page dans la livraison quotidienne du journal. Un peu plus tard, David Hockney va être invité à exposer à la Royal Academy de Londres, et il va demander au journal d'éditer à 100 000 exemplaires cette double page. Il va la signer et il va la vendre à l'époque 18 pennies, c'est-à-dire presque rien,
là aussi, pour bien témoigner de ce qu'est son projet, projet de diffusion, et effectivement, au plus grand nombre. Ici, c'est pour bien indépendant, aussi pour un journal. Et puis, cette passion de Hockney pour la reproduction, je pense qu'elle culmine dans la réalisation récente de ce sumo que lui a confié les éditions Taschen, et qui est encore aujourd'hui là, ce tout dernier livre récent. Alors, après les photographies et les polaroïdes, David Hockney va découvrir les appareils à enregistrement numérique. Un peu plus tard, il va également acquérir un fax, comme on le faisait à l'époque. On est à la fin des années 80. Et là, pendant plusieurs mois, il va exclusivement, pratiquement, travailler dans son atelier de Malibu en adressant des fax à tous ses amis et en travaillant pour lui-même sur les modalités d'impression et de restitution de l'image que permet le fax. Et c'est encore une fois, pas reproduire, mais transformer cet outil en un véritable outil de création. C'est là où le défi lancé à Benjamin prend tout son sens. Et ça le conduit, par exemple, à créer des compositions monumentales en fax. La plus monumentale date de 1989, de cette année-là. Il est sollicité par la Biennale de Sao Paulo, donc au Brésil, qui lui fait part des difficultés de la Biennale pour acheminer de Los Angeles à Sao Paulo une œuvre de David Hockney, grand format, les coûts de caisse, etc. Et David Hockney répond aux organisateurs de la Biennale, et qu'à cela ne tienne, je vais vous envoyer mon œuvre, et il décide de faxer une œuvre qui va être assemblée en direct à la Biennale de Sao Paulo, une œuvre qui va faire quand même plus de 7 mètres de long, page par page, et ainsi il réalisera une œuvre éphémère. La drôlerie de la situation, c'est qu'à l'issue de l'exposition, les organisateurs de Sao Paulo lui demandent quoi faire avec l'image, et David Hockney leur répond « refaxez-les-moi ». Humour de sa part. Ça, c'est une autre image monumentale qu'il a réalisée pour Salter, qui est un des musées consacré à l'œuvre de David Hockney, qui a été créé par un de ses amis près de Bradford. Un peu plus tard, les photocopieuses couleurs, les premières là aussi. David Hockney avait l'habitude, pendant toutes ces années où il vivait en Californie, de se rendre chaque année dans la Silicon Valley pour assister au forum de présentation des nouveaux outils de communication et des outils de production des images. Il assistait, on le sait, aux nouvelles présentations données par Bill Gates, des nouveaux outils, par exemple de Apple, mais pas seulement. Et là, il assiste à la présentation par Canon d'une nouvelle génération de machines. Il les acquiert, et avec ça, il fait ce qu'il appelle des home prints, c'est-à-dire des impressions maison. Et il travaille là aussi en multipliant les impressions d'une image avec sa machine, en découpant les couleurs, en les assemblant, pour créer des motifs comme ceux que vous voyez ici, dans ce tree de home prints, évidemment, qui au passage rappelle, par l'usage même qu'il fait de la couleur et des aplats, le deuxième grand peintre de référence pour David Hockney, qui est Henri Matisse, évidemment. Et puis un peu plus tard, ça continue. Il apprend que Macintosh vient de créer une palette graphique utilisable sur ce type d'appareil, et David Hockney réalise, avec ce qui était mais vraiment l'embryon, on le voit bien, de ses premières palettes graphiques conçues pour ordinateur, et il produit des images comme celle-là, qui sont pas, c'est vrai, un peu naïves. Et avec toujours cet outil informatique quand même, il réalise l'affiche qui lui est commandée pour le Turando, dont il fait d'ailleurs les décors Chicago. Et puis, on passe ensuite aux photocopieuses couleurs laser, c'est-à-dire à des photocopieuses couleurs qui vont être asservies à des caméras ou à des appareils photo qui vont directement assimiler des fichiers numériques. Là aussi, David Hockney s'en donne à cœur joie avec cette caméra qu'il acquiert également. Et ça donne des photographies comme celle-là qu'il édite et publie et diffuse. Vous voyez, c'est photographié avec des appareils numériques, transféré sur la photocopieuse et retravaillé dans la gamme colorée à partir des informations du photocopieur. Ou ce type d'images également qui sont produites par cette même caméra. Il photographie un modèle à 3 niveaux, les jambes, le buste et la tête, et il assemble ensuite avec ses photocopieuses ces images. Cet intérêt de David Hockney pour les techniques modernes
elles ne sont pas simplement liées à sa propre curiosité, mais il a à cœur de démontrer que loin de ne pas négliger la technique, la peinture moderne n'est que l'héritière au fond d'une peinture qui a toujours été fascinée par les recherches techniques. Et ça le conduit à publier en 2001 ce livre qui va l'occuper pendant des mois, puisqu'il va circuler dans tous les musées du monde, rencontrer par dizaines des historiens d'art, pour tester ses hypothèses. Et son hypothèse principale, c'est que la peinture a pratiquement toujours dans son histoire, enregistré et tenu compte de ce qu'étaient les images produites par la technologie moderne. Et il établit cette démonstration sur ce mur qui était dans son atelier pendant des mois et des mois. Là, c'est une échelle à peu près de 6-7 mètres. C'est un tableau sur lequel il a graffé des reproductions qu'il a collectées dans tous les musées du monde et il les a classées chronologiquement et il a remarqué, vous le voyez, qu'il y avait un certain nombre de césures dans la qualité et la nature de la représentation, quel que soit le pays d'origine des peintres. Et il a fait un certain nombre de recherches qui l'ont conduit à mettre en relation ces fractures dans la restitution du réel par les peintres avec des inventions techniques que sont les premières lentilles, la caméra obscura, etc., etc. Et ça produit cet ouvrage qui est le savoir secret des peintres. Le savoir secret qui, encore aujourd'hui, ne fait pas l'unanimité dans la communauté des historiens d'art, il faut le savoir. Ces thèses ne sont pas validées et acceptées facilement par les historiens d'art. Ça, c'est une caméra obscura, effectivement, de l'âge classique. Il en avait découvert une de ce type-là dans une exposition consacrée au peintre anglais Reynolds, et ça l'avait évidemment titillé. Levi Hockney a construit à son usage personnel des caméras obscura pour démontrer que c'était bien comme ça que les peintres travaillaient, et en dessinant, vous voyez, des modèles qu'il va jusqu'à déguiser en personnages de l'âge de Brunelleschi. Et puis, un beau jour, toujours, dans cette obsession qui est la sienne de la relation entre la peinture et la technique, et la technologie, il découvre dans une exposition de dessins de Ingres des dessins qui l'étonnent parce qu'il mesure la différence de traitement entre le visage dans ces dessins et les vêtements qui sont très rapidement esquissés. Et ce que remarque Levi Hockney, c'est que la façon dont Ingres dessine hâtivement les plis des vêtements ressemble, trait pour trait, c'est le cas de le dire, à une stylistique qu'il connaît bien, qui est celle de Andy Warhol. Et il se dit, si Andy Warhol ou si Ingres dessine comme Andy Warhol, c'est qu'ils utilisent les mêmes outils, c'est qu'il y a un phénomène de projection et un phénomène de mise au point, etc. Et ça le conduit à imaginer que les portraits de cette série-là, en tout cas de Jean-Dominique Ingres, ont été réalisés avec un outil qui est la caméra Lucida, cette fois. Petit appareil que vous voyez ici. Et Levi Hockney va évidemment faire l'acquisition d'une caméra Lucida et va réaliser pour une de ses expositions, en particulier ici, les portraits des gardiens du Metropolitan de New York. Ou d'autres dessins à la caméra Lucida pendant un certain temps. Parce qu'à chaque fois, il épuise littéralement la technique qu'il vient de découvrir, jusqu'au moment où il pense en avoir saisi tous les ressorts utilisables par sa peinture, et il passe à autre chose. Et puis, ensuite, dans cette histoire, il y a évidemment l'apparition des téléphones portables et des premiers logiciels graphiques sur les appareils, sur les téléphones. Évidemment, il produit des images là aussi, comme les premières palettes graphiques assez approximatives, embryonnaires. Et puis, évidemment, en 2001, l'apparition de la tablette, de l'iPad, lui doté d'un logiciel très performant, qui va lui permettre cette fois d'aller très très loin dans les images, et la démonstration, vous l'avez autour de vous, ce sont ces images qui sont des images d'une incroyable précision, et que Levi Hockney va pratiquer non pas en amateur et sous une forme de hobby, mais vraiment intensivement. Et pendant des mois et des mois, au grand dam de ces marchands d'ailleurs qui commençaient à désespérer, il passe son temps à réaliser des croquis dans la nature sur iPad. Et évidemment, que faire de ces images? Heureusement, il a trouvé une formule, vous le voyez, pour qu'il en reste quelque chose de tangible. Donc, quelques images produites par l'iPad où vous pouvez imaginer ou entrevoir quel est le degré de virtuosité qu'il atteint dans les représentations, et la représentation, évidemment, des objets les plus durs, les plus difficiles à restituer par les voies de la peinture ou du dessin, le verre, etc. Et évidemment, celle-ci. Et puis, il y a également les logiciels, cette fois graphiques, Photoshop et autres, dont
il se saisit pour produire des images de ce type-là, qui sont, vous voyez, des images conçues pour l'ordinateur et par l'ordinateur, en collant littéralement des détails de photographie sur des dessins préconçus, comme ceci par exemple. Un autre tableau qui sera dans l'exposition du Centre Pompidou, qui est sans doute son plus grand tableau, le Bigger Tree, qui ne peut être réalisé par David Hockney qu'en recourant aux techniques de l'infographie, puisque c'est un tableau qu'il conçoit dans un atelier relativement minuscule, où il ne pouvait jamais assembler tous les éléments de ce tableau, mais il l'assemble sur écran pour mettre au point les relations entre les différents panneaux qui constituent l'image. Et puis, encore plus récemment, David Hockney nous dit qu'au moment où il a fait ses assemblages de Polaroid, il avait l'intuition qu'il pouvait aller plus loin, c'est-à-dire créer des images en mouvement. La technologie à l'époque ne le permettait pas. Elle le permet à partir du milieu de la première décennie du millénaire, avec l'apparition de petites caméras haute définition qui vont permettre à David Hockney de réaliser ce genre de performance, si on veut. Il va équiper un véhicule tout-terrain avec une grille sur laquelle il va fixer 9 caméras, et puis il réglera l'angle de chacune des caméras. Il fera avancer ce camion équipé dans un paysage, et ça donnera évidemment, ce qu'on verra également dans l'exposition du Centre Pompidou, les fameuses compositions des 4 saisons, qui sont des paysages en mouvement. Vous avez le sentiment de parcourir cette route, et chacune de ces images, comme c'était le cas pour les Polaroid, est le fruit d'une vision qui est celle de l'outil photographique, c'est-à-dire d'un point de vue unique, mais la multiplication des points de vue permet à David Hockney, évidemment, de dépasser cette optique photographique, cette fixité, autre image informatique, totalement. Parmi les trouvailles qu'il fait sur cet outil qui est de la taille graphique, il découvre à un certain moment que ces images peuvent être restituées dans leur création. C'est ce que vous voyez ici sur l'écran qui est là-bas. Et ça le conduit à présenter dans des expositions comme à Melbourne récemment, et ici, vous voyez dans la galerie, la création même, le processus même de création de ces images, ce qui lui permet une fois de plus de retrouver ces deux grands modèles de référence. Le premier, évidemment, Picasso, qui, vous le savez, dans le film de Clouseau, se plaisait à réaliser des tableaux réalisés sur une plaque de verre, ce qui permettait aux spectateurs d'accéder à toutes les étapes de réalisation et de sophistication, d'effacement, de recouvrement, etc. Le processus créatif démontré par le film. Et puis également Henri Matisse, qui en 1947 avait réalisé, lui, de façon peut-être plus artisanale, mais une ambition du même type, lorsqu'il avait présenté à la Galerie Mag 3 tableaux qui sont en particulier la blouse roumaine, dont il avait présenté dans l'exposition les étapes successives sous forme de photographies noir et blanc, tirées à la taille du tableau et encadrées, comme si le film de la réalisation du tableau était à nouveau restitué, cette fois par Matisse. Et puis on en vient évidemment à une autre peut-être idée autour de cet usage de la technologie moderne, la fascination de David Hockney pour les écrans. Elle peut évidemment être liée à ce qu'est son obsession première, c'est-à-dire ce projet byzantin, on l'a vu tout à l'heure, inhérent à la perspective inverse, qui est d'embrasser son spectateur. Les images, qui sont les images produites par les écrans, ont été analysées en particulier par un philosophe qui est Paul Virilio, et qui dit dans un de ses essais consacrés à l'image catholique, à l'époque c'était son sujet, que ces images opèrent une véritable révolution dans la relation du spectateur à l'image, et il dit à peu près textuellement, traditionnellement, nous projetions, désormais avec ces images, nous sommes projetés. C'est-à-dire que ces images ont la particularité, évidemment, d'être rétro-éclairées, donc de projeter l'image vers le spectateur, façon mécanique, si l'on veut, par les photons cette fois, d'envelopper le spectateur dans la composition. Évidemment, ça peut être une des raisons de la fascination de ces images pour David Hockney. Ces images
qui se projettent vers le spectateur. Elles ont une histoire, vous l'avez vu, du côté de l'art byzantin, mais elles sont redécouvertes à la fin de la Renaissance par un certain nombre de théoriciens et de peintres. Vous avez ici un des exemples les plus fameux de cette redécouverte de la perspective inverse. Ça prend la forme des anamorphoses à ce moment-là, au moment du maniérisme. C'est Lomazzo, ça doit être ça, un peintre et un théoricien qui, en 1584, publie un traité d'optique où lui opère le rapprochement entre ce qu'il appelle l'image inversée et les anamorphoses. Il s'agit bien de la même chose. Et il est vrai que quand vous êtes confronté à ce tableau, à la National Gallery de Londres, vous avez évidemment le sentiment de la saillie hors du tableau de cette figure représentant l'anamorphose, le crâne ici. C'est pas un hasard si cette idée-là des anamorphoses est tombée sous l'œil d'un psychanalyste, Jacques Lacan, qui s'intéresse tellement à cette question de la métamorphose qu'il publie en couverture de l'édition de son séminaire ce fameux ouvrage d'Holbein de Londres. Et dans son texte, dans son analyse des images, Lacan, avec l'air de ne pas y toucher, s'étonne à un moment donné à propos de ces anamorphoses en disant c'est étonnant de constater que personne n'a vu dans ces anamorphoses ou dans l'effet qu'elles produisent l'effet d'une érection. Évidemment, c'est du Lacan, mais c'est assez juste, parce que cette idée d'érection, on la retrouve chez un certain nombre d'artistes qui ont été aussi fascinés par les anamorphoses. Un de ceux qui était le plus savant au XXe siècle, c'est pas Gérard qui le démentira, à propos de la perspective et de la théorie diverse, toutes les théories de la perspective, c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp qui, en 1935, réalise ses rotoreliefs qui sont analysés en particulier par une historienne de l'art américaine, Rosalind Krauss, qui, devant ces œuvres-là, qui tournent, les décrit en disant « on a le sentiment d'être confronté à un sein frémissant », une sorte de palpitation de l'espace. Et évidemment, cette idée, elle est intéressante parce qu'elle témoigne de la saillie de la forme devant l'œuvre elle-même, devant les deux dimensions de l'œuvre, mais elle souligne également la dimension érotique de cet aspect-là, inhérent à l'objet qui vient vers nous. Et ceci pourrait nous renvoyer à un tableau très précoce qui sera dans l'exposition de David Hockney, tableau au moment où il vient d'intégrer le Royal College of Art de Londres. Il découvre la peinture abstraite, qui est la peinture dominante à l'époque. Pendant quelques semaines, il va s'exercer à la peinture abstraite, mais avec une intention des fois déjà tout à fait explicite en ce qui concerne le sens qu'il veut donner à son œuvre, puisque vous le voyez, il intitule ce tableau abstrait « Érection ». Et en fait, le chemin qu'il a compris, c'est de donner à ce simple intitulé programmatique une forme qui soit une forme plastique. Donc voilà, c'est une hypothèse de lecture, mais il y en a beaucoup d'autres autour des œuvres de Hockney. Je voulais coller aussi près possible aux images qui nous entendent. Voilà, merci pour votre attention.